C'est le CapGPT Podcast. CapGPT Podcast. CapGPT Podcast. Hey! Bonjour tout le monde, c'est Charles Montigny pour le CapGPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, on ne parle pas d'intelligence artificielle appliquée pour la première fois sur le podcast, mais c'est un épisode d'autant plus intéressant. J'ai comme invité pour l'épisode de cette semaine Delphine Lecerf. Delphine a travaillé longtemps dans l'industrie, a travaillé aussi comme professeur à l'université, donc dans le milieu académique. Et aujourd'hui, elle vient nous parler de sa fondation pour l'éducation de demain, comment on change les manières que l'on enseigne à nos enfants, mais aussi aux professionnels qui vont devoir changer de métier face à l'IA. C'est probablement la chose la plus importante face à l'IA, c'est l'adaptation. Donc, dans les prochaines années, j'allais dire décennies, mais probablement dans les prochaines années, on va devoir réapprendre à travailler, réapprendre à vivre un peu différemment face à ces changements de l'intelligence artificielle. Et Delphine a fondé une fondation, Education for Tomorrow, dans laquelle on discute des changements qui doivent être faits pour l'éducation des enfants, mais aussi nous, quelle est la place quelle est la place de l'humain face à une machine aussi intelligente que l'IA. Donc, épisode hyper intéressant, potentiellement un des épisodes que j'ai le plus réfléchi par la suite. Donc, sans plus attendre, allons-y, sautons dedans. Allez, donc l'épisode avec Delphine Lecerf, Education for Tomorrow. Bonjour Delphine, comment ça va? Bonjour Charles, ça va très bien. Et toi? Ça va très bien, merci. Écoute, Delphine, aujourd'hui, j'ai envie de parler évidemment de ta fondation que tu as fondée, Education for Tomorrow. Est-ce que tu peux nous résumer la mission de la fondation et pourquoi tu l'as fondée? Tout à fait. Alors, cette fondation, c'est en fait la première brique d'un fonds d'action. C'est un peu la contraction, mais c'est une organisation que j'ai créée avec plusieurs personnes. On est aujourd'hui une quinzaine de personnes actives à l'intérieur de l'organisation. Et notre objectif, c'est de mettre en place les fondamentaux pour l'éducation de demain. Le constat étant que l'ensemble des sociétés sont en train de vivre des transformations qui sont très profondes, notamment l'une des transformations est drivée par l'arrivée de l'IA, qui est en train de transformer à la fois la nature de ce que l'on doit apprendre dans les écoles, puisqu'on sait que les compétences de demain seront des compétences radicalement différentes de celles que l'on apprend aujourd'hui dans les écoles. Alors, on sait qu'il faudra travailler la créativité, l'intuition, le raisonnement simple, le raisonnement complexe, revenir sur un approfondissement sur la perception sensorielle, des tas d'éléments qui sont plutôt liés au potentiel individuel de chacun ou au talent et que l'on ne travaille pas aujourd'hui à l'intérieur des écoles. Donc, ça, c'est déjà des premiers éléments qu'il va falloir retravailler et puis pour lesquels il faut créer des outils. Et puis, on sait également que la manière dont on va transmettre un certain type de savoir, parce que ce ne sera même pas un savoir didactique comme ce que l'on fait aujourd'hui dans les établissements, va être également complètement revu dans le rôle des enseignants, des éducateurs, des professeurs. Et voilà, et ce que l'on fait à l'intérieur de ce fonds d'action, c'est mettre en place et créer et diffuser des outils pour cette éducation de demain. Et donc, pour le faire, on lève des fonds. On lève des fonds de deux manières. Une première manière, c'est effectivement à travers la fondation, qui permet à toute personne qui souhaite effectuer un don
de nous faire un don de manière à ce qu'on puisse derrière nous créer les outils pédagogiques en question. Et puis, un autre véhicule qui est un fonds d'investissement qui sera ouvert à tout particulier et qu'on va lancer à partir du mois de septembre. Toute personne qui souhaitera nous rejoindre en tant qu'actionnaire pourra devenir actionnaire en fait du fonds. Et l'objectif du fonds sera de créer une centaine d'écoles qui seront des écoles dans lesquelles on va diffuser ce nouveau curriculum à destination des élèves. On va commencer par des petites écoles. OK. Voilà. Ben, c'est super intéressant. On a parlé de plusieurs trucs déjà. Ces écoles-là vont être destinées pour les enfants, aussi pour les gens qui veulent, parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, peut-être dans 10 ans, ça va évoluer très rapidement. Qui est la cible pour ces écoles en ce moment? Alors pour les écoles qu'on va créer, dans un premier temps, ça va être effectivement plutôt des petites écoles. Tout simplement parce que on souhaite commencer à travailler auprès des tout petits, qui sont les générations de demain. Tu vois, si on se donne un objectif de 2050, si on se dit qu'on souhaite avoir déjà eu un impact sur l'éducation, sur le système éducatif d'ici à 2050, il faut qu'on commence déjà par les petites écoles. Et c'est là où finalement c'est le plus simple à réaliser, parce que c'est là où il y a le moins de contraintes légales, c'est là où il y a le moins de contraintes par les différents ministères. Mais effectivement, comme tu le soulignes, il va être également important d'introduire des programmes. Donc c'est pour ça qu'en parallèle des écoles qu'on souhaite financer et construire, la Fondation, elle, nous aidera à créer des programmes à destination des professionnels qui travaillent déjà, mais qui vont avoir besoin de se reformer, puis parfois d'effectuer une totale reconversion. Donc des professionnels et également des étudiants qui sont et qui seront dans les parcours d'études, donc à l'université, en cégep ou ou même dès le secondaire, puisque se pose aujourd'hui la question de quels vont être les métiers de demain. Même si on n'a pas de réponse très précise à apporter à cette question sur quels vont être les métiers de demain, on sait tout de même quelles sont les grandes orientations et quelles sont les compétences ou les habiletés à travailler. Et donc forcément, il va falloir des programmes. Donc ça, les programmes, on va également travailler à construire un certain nombre de programmes qu'on va essayer de diffuser après en partenariat avec un certain nombre d'établissements. Ici, au Québec, au Canada, et puis également en Europe et en Afrique. D'accord, je comprends. Et niveau compétences, tu en as mentionné quelques-unes. Beaucoup de personnes en ce moment craignent pour le côté créatif, bon, avec les Stable Diffusion, les Midjourney qui sortent, les scripts aux États-Unis, les scripts qui sont en grève parce qu'ils ont cette peur-là. Toi, de ton côté, tu penses que c'est une compétence qui est pas accessible pour l'IA, qui sera pas remplacée rapidement? C'est une question qui est extrêmement intéressante. Tu vois, je suis rentrée d'Inde le mois dernier. J'ai participé justement à une grande conférence où l'UNESCO a réuni une vingtaine d'experts du secteur de l'éducation et de l'IA et nous a fait discuter, débattre, échanger sur des sujets clés. Et le sujet de la créativité était l'un des sujets sur lesquels on a beaucoup échangé. La question étant plutôt comment les systèmes d'IA peuvent-ils aider à améliorer la créativité de l'être humain. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un second step, c'est une deuxième étape qui nécessite déjà en prérequis que on est apprivoisé, nous, en tant qu'êtres humains, les solutions, notamment d'IA générative que tu citais tout à l'heure, que ce soit les Midjourney, les DALL-E et ou d'autres solutions qui permettent notamment de générer des images. Je veux dire, on peut générer des images, du son. Alors oui, il y a le texte également pour la créativité, les scénarios dont tu parlais avec les grèves à Hollywood. Des vidéos, des clips vidéo. Mais ces solutions sont déjà extrêmement puissantes. Et n'importe quel créatif ou directeur créa qui a utilisé l'une de ces solutions, et ils le font, et je collabore avec un certain nombre d'entreprises qui sont dans ce secteur, et effectivement,
je vois comment ils se sont appropriés les solutions en question. Donc, il faut déjà les apprivoiser, voir comment ils peuvent travailler avec ces solutions et comment ils peuvent travailler leur créativité. Parce qu'à l'origine, ça reste quand même eux, c'est-à-dire l'humain, qui va nourrir la machine dans un premier temps. Après, effectivement, les solutions qui sont déjà déployées aujourd'hui arrivent à générer dans un temps record des créations qui sont extrêmement intéressantes et qui nécessitaient avant beaucoup plus de temps, 4 fois, 10 fois plus de temps pour certains. J'ai échangé avec un directeur de créa dans une entreprise avec laquelle je collabore, qui me disait que sur un travail qui nécessitait auparavant 8 heures, aujourd'hui, en utilisant Midjourney, il n'a plus besoin que 2 heures. C'est extraordinaire. Ouais. Donc oui, pour répondre à ta question, il y a 2 choses importantes. La première, c'est que à l'instant où on se parle, il faut déjà apprendre à maîtriser, à apprivoiser ces solutions. Et puis derrière, se poser la question de quelle est ma différence à moi en tant qu'être humain et comment nourrir ma créativité. Parce que la base de données à laquelle ont accès ces solutions, elle est effectivement énorme, mais l'être humain a la chance de pouvoir stimuler sa créativité par différents stimuli sensoriels, d'expériences passées qui lui sont propres. Et ça, cette unicité, cette authenticité, je pense que c'est là qu'il faut puiser pour travailler la créativité humaine. Ouais, c'est ça. J'ai eu la même impression que, en tout cas, encore aujourd'hui, je pensais à deux trucs. Premièrement, je fais des petits posts LinkedIn que des fois je raconte des anecdotes qui me sont arrivées, mais j'utilise ChatGPT au final pour finir la publication LinkedIn, mais il reste que c'est quand même moi qui l'ai vécu, ça, et ChatGPT n'aurait pas pu vivre cette anecdote dans un parc parce que il n'est pas dans un parc, ce n'est pas une personne. Et de l'autre côté, ben, un peu la même idée, là, en humour, souvent, c'est justement des anecdotes, des trucs drôles qu'on vit et qu'avec même avec une base de données de texte, on ne pourra pas revenir là-dessus. Ouais. Sinon, métier de... Ouais, vas-y. C'est super important ce que tu viens de dire. Je te prie de m'excuser, je te coupe, mais parce que tu viens de mettre l'accent sur la richesse d'une vie humaine. Et la richesse d'une vie humaine, c'est effectivement tous ces moments inédits que l'on vit, qui sont une succession de moments inédits, et sur lesquels très certainement l'IA va nous amener à nous repencher. Et c'est ça qui est intéressant avec les solutions d'IA, c'est que finalement, elles nous interrogent sur ce qui fait notre différence en tant qu'être humain comparativement à des machines. Et c'est extraordinaire parce qu'on a passé toutes les dernières années en termes d'évolution, tu vois, les derniers millénaires, à beaucoup étudier le monde extérieur et les technologies. Hein, et on a investi énormément d'euros, de dollars dans les technologies. Et aujourd'hui, on va revenir sur l'individu, sur l'être humain. Et c'est ça qui est une excellente nouvelle. Et nous, c'est ce sur quoi également on se base à l'intérieur de la Fondation, c'est revenir finalement au potentiel de l'être humain. Donc ça rejoint tes petites idées dont tu parlais. Justement, peut-être tu peux nous parler un petit peu de l'acronyme MOON et de ce que ça veut dire pour vous à la Fondation. Ah oui, bien sûr. Alors, Moon, en fait, c'est assez simple. On est parti des recherches académiques, donc des recherches scientifiques qui sont menées aujourd'hui et depuis une quinzaine d'années sur l'être humain. Et en fait, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que on a aujourd'hui tout un tas de connaissances qu'on n'avait pas il y a une trentaine d'années, ou même juste après la Seconde Guerre mondiale, quand on a commencé à s'intéresser à l'être humain et à essayer de comprendre comment fonctionne finalement un individu, tant au niveau physiologique que psychologique. Et donc, quand on a commencé à effectuer cet état de l'art, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand nombre de connaissances
tant des connaissances sur le cœur, un champ magnétique du cœur qui est plus important qui est 4 fois plus intense que le champ magnétique du cerveau. Tout un ensemble de connaissances, ça serait trop long de les décrire ici. Et que ces connaissances, finalement, si on essaye de créer un curriculum qui serait assez global et qui correspondrait à des connaissances les plus fondamentales, à des piliers à acquérir dans une vie d'être humain, et plus simplement dans une optique d'apprentissage scolaire, mais véritablement en changeant de paradigme et en comprenant que l'école est là pour accompagner un individu sur les premières années de sa vie et puis lui donner un bagage qui doit lui servir pour toute sa vie, de manière à ce que cet individu, finalement, il puisse s'épanouir, quelle que soit la voie qu'il va prendre. Et puis, en plus, on va lui apprendre à apprendre. Donc, de toute façon, à partir du moment où on lui transmet cette compétence d'apprendre à apprendre, si en plus, on lui transmet à travers 4 piliers, qui chez nous sont les piliers Moon, donc M-O-O-N, effectivement, si on lui transmet à travers 4 piliers des fondamentaux sur lesquels il va pouvoir se construire et s'appuyer toute sa vie, peut-être qu'on peut avancer vers des sociétés qui seront des sociétés plus épanouies, avec des individus qui déjà individuellement pourront être épanouis et puis collectivement ensemble. Donc le concept de Moon, les 4 lettres, elles correspondent à chaque pilier. La première lettre, c'est un M pour Me with Myself. C'est l'ensemble des connaissances qu'un individu nous semble devoir acquérir sur moi avec moi-même. Déjà, je me connais moi-même. Quelles sont mes émotions? Comment est-ce que je fais pour les identifier? Comment je fais pour les gérer? Quels sont mes talents? Comment je fais pour travailler mes talents, pour les nourrir? Parce qu'on peut passer toute une vie, en fait, à côté de ces talents, sans les avoir jamais identifiés, sans les avoir jamais nourris. Quelles sont également mes difficultés? Quel est c'est ce qu'on appelle le rythme circadien. L'idée, c'est vraiment le connais-toi toi-même de la maxime de Delphes, mais qui est un incontournable et qui amène finalement aujourd'hui des individus adultes, tu sais, à cette fameuse étape de la crise de la quarantaine. Très souvent, arrivé aux alentours de 40 ans, tu as des individus qui font des crises. Ça peut prendre l'aspect d'une dépression en général. Parce que cette phase du je ne me connais pas moi-même et puis je vis une vie qui, certes, aux yeux de la société, correspond à une norme de succès, mais qui finalement ne me nourrit pas moi-même parce que je n'ai pas pris ce temps de bien me connaître. Et du coup, je ne suis pas épanouie et je ne suis pas alignée. Donc, dès lors qu'il y a un désalignement, il y a cette clé. Donc, déjà, le premier pilier pour nous, c'est Me with Myself. Le deuxième pilier dans Moon, c'est le premier O, qui est un O de Others. C'est Me with Others. Dans le Me with Others, là, on va travailler tout ce qui est dans la sphère des compétences interpersonnelles. Donc, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'intelligence socio-émotionnelle. Je sais gérer mes émotions, mais je sais également identifier les émotions des personnes autour de moi et puis gérer, canaliser les émotions des personnes autour de moi. Ça, c'est extrêmement important. J'évite les préjugés lorsque je rencontre quelqu'un, d'être dans les stéréotypes, ce qui me permet également d'être à l'écoute et puis d'être dans un dialogue qui n'est pas conflictuel. On est aussi beaucoup dans le Me with Others sur le fait d'être en collaboration, donc d'apprendre plutôt à être en collaboration plus qu'à être en compétition. Parce que malheureusement, on s'est rendu compte, et on le sait depuis une vingtaine d'années, que l'école nourrit beaucoup la compétition en fait, entre les individus. Les enfants des tout petits, en fait, quand tu étudies les petits enfants, ils ne sont pas dans un esprit de compétition. Mais l'école vient nourrir, déclencher ou intensifier en fait cet esprit de compétition, tu vois, à travers ne serait-ce que des petits jeux. Tu sais, avant dans les écoles, il y avait le jeu de la chaise, les chaises musicales, puis on retirait une chaise à chaque fois. En fait, ce jeu, il est d'une violence inouïe parce que tu as 10 chaises et puis tu as 11 enfants. Donc en fait, ils se poussent les uns les autres pour pouvoir s'asseoir. Et c'est un jeu qui est désastreux. Il n'apprend absolument pas la solidarité, bien au contraire. Il n'apprend pas la collaboration.
Et il apprend le désir et puis l'instinct de survie et de sauvegarde et de protection de soi. Et puis à chaque tour, tu sais, en tirer une chaise. C'est terrible. Donc, et puis, à travers les notes, tu as les systèmes de notation, de ranking. On a été beaucoup dans. On nourrit la compétition. Or, la compétition, c'est quoi? C'est beaucoup la comparaison. C'est forcément, on nourrit des frustrations. Et puis, c'est des frustrations qui sont des puits sans fin parce qu'on va chercher à avoir la meilleure note, on va chercher à avoir le meilleur salaire, on va chercher à avoir le meilleur statut, la plus grosse voiture, la plus grosse maison, etc. Mais ça nourrit pas l'individu, en fait. Ouais. Donc ça, c'est le Me with Others sur toutes ces compétences interpersonnelles à travailler et à apprendre. Ensuite, on a le Me with Object. Et là, dans Object, on est dans la sphère notamment de la technologie et puis de l'IA. Et pourquoi c'est un pilier qui est fondamental? Parce que de toute façon, les sociétés de demain, elles vont vivre avec l'IA encore plus que nous aujourd'hui. Et c'est important, en fait, qu'elles sachent ce que c'est et qu'elles sachent l'apprivoiser. Moi, tu sais, il y a souvent cette image sur les sites ou sur dès lors qu'on annonce des conférences et qu'on veut parler de l'IA, qui reprend, tu sais, cette merveilleuse peinture qui est dans la chapelle Sixtine avec le Dieu créateur et l'homme qui se touche quasiment du doigt. Et en fait, elle a été reprise et transposée au cadre de l'intelligence artificielle avec le doigt humain et puis le doigt de la machine. Moi, je déteste en fait cette photo. Et je me dis que derrière, les designers ou les créateurs qui utilisent cette image ne se rendent pas compte de la symbolique qui est extrêmement forte. Parce que c'est en fait l'humain qui donne, qui transmet son pouvoir à la machine. Mais si on fait ça, l'humanité court un risque qui est énorme. Il faut véritablement que l'humain, plutôt, reste en contrôle tant qu'il le pourra des machines. La contrôlabilité, c'est un élément qui est extrêmement important, l'alignement, etc. La transparence. Donc, éviter ça, mais plutôt être en contrôle. Et nous, c'est ce qu'on veut faire à travers le Me with Objects. C'est véritablement comprendre et connaître pour pouvoir apprivoiser et maîtriser les technologies. Et puis, le dernier pilier, c'est le pilier du End de Nature à l'intérieur de Moon. Pourquoi? Parce que on pense que les êtres humains sont des animaux qui avons été extraits de la nature. On est fait de matière organique. C'est également ce qui nous distingue en fait des machines. Et puis c'est sans doute là qu'on va trouver notre second souffle, qu'on peut aller puiser notre créativité en allant se promener dans une forêt, en étant sensible à un coucher du soleil, en étant sensible au chant des oiseaux. Et toute cette sphère-là du Me with Nature, c'est important aussi de la transmettre à travers les écoles parce qu'il y a une réciprocité à récupérer dans le lien avec la nature. Il faut réapprendre ça également dans les écoles. Parce qu'il y a une aliénation de l'être humain dès lors que l'être humain est dans un environnement qui est 100% urbain. Donc, on sait que pour le bien-être d'un individu, c'est important qu'il ait cet équilibre. Donc, le curriculum Moon, pour nous, c'est des connaissances qui doivent diffuser à l'intérieur du curriculum académique classique, qui consiste à apprendre à lire, écrire, compter, s'exprimer clairement, communiquer. Mais ça doit être des piliers qui doivent diffuser à l'intérieur de ce curriculum. Et puis l'objectif, c'est de permettre à chaque individu de s'épanouir, de to bloom. Et puis, c'est aussi l'un des objectifs de l'IA, c'est que si les systèmes intelligents tiennent leurs promesses, ils devraient permettre effectivement ils devraient permettre à l'humanité de s'épanouir et de passer à une autre étape de la civilisation. Donc, c'est pour ça qu'on accompagne cette transformation. Ouais, beaucoup de choses à déballer, mais en tout cas, le truc de nature, je pense que c'est sûr, là, les Japonais dans les années 80, je pense, le gouvernement a commencé à conseiller aux gens de faire du forest bathing, là, de prendre un bain de forêt, parce que Tokyo était une des plus grandes villes au monde et bon, il y avait des problèmes à ce niveau-là. Moi-même, je m'en vais faire le tour de l'Islande à vélo demain. Donc, en espérant que ça va me donner beaucoup
de force pour la suite des choses, pour travailler avec l'IA quand je vais revenir, mais un peu de nature, rien de mieux que ça. OK, maintenant l'IA. Qu'est-ce qui peut être problématique? Qui pourrait mal se passer d'après toi si on fait rien, si on le fait mal? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, si on le fait mal, enfin, déjà à l'intérieur du si on le fait mal, il peut y avoir plusieurs versions. Enfin, plusieurs versions, en fait. Il y a, et tu le sais, la manière dont le modèle a été conçu, la manière dont le modèle a été testé, les données qui ont servi à tester le modèle, à l'alimenter, d'où viennent ces données. Est-ce qu'effectivement, il y a eu les précautions à prendre ont été prises? Est-ce qu'au niveau éthique, l'échantillon qui a servi à tester le modèle, est-ce que c'était un échantillon qui était significatif de la population mondiale? C'est toujours extrêmement complexe d'avoir un échantillon qui est représentatif de toute la Non, non. population, qui inclut à la fois les personnes, quelle que soit leur identité de genre, quelle que soit leur couleur de peau, leur appartenance ethnique, leur appartenance religieuse, etc. Donc, aujourd'hui, on sait en fait, tu vois, quand tu dis si on le fait mal, on sait aujourd'hui qu'en fait, il n'y a pas une seule euh, solution d'intelligence artificielle qui réponde aux exigences euh, des cadres légaux qui sont ce que l'on appelle human-centric et qui visent à préserver l'être humain. On le sait, l'Europe a sorti son AI Act et quand tu regardes les matrices d'analyse basées sur les 12 critères du AI Act, qu'elles soient réalisées par Stanford, le MIT, etc. Et quand on passe en vue sur ces 12 critères, les principales solutions qui sont déployées aujourd'hui, notamment les solutions d'IA générative, tu n'en as pas une qui soit compliant sur l'ensemble des 12. Alors, sur des échelles de 1 à 4, elles ont toutes des trous. Elles ont toutes des trous. Et j'ai envie de dire, c'est normal qu'elles aient toutes des trous parce que la réglementation s'est mise en place après leur lancement, Ouais. puisque c'est le lancement qui a été comme un wake-up call ou un raz-de-marée et qui a permis de se rendre compte qu'on avait mis sur le marché, qu'on a déployé sur les plateformes de cloud des solutions qui ont été rendues accessibles au grand public et qui pouvaient être à risque pour le grand public pour des raisons à risque parce que elles peuvent permettre de manipuler des foules avec des informations qui sont fausses, parce qu'elles ont des biais et que ça va mener à de la discrimination d'un certain nombre d'individus, que ce soit les populations homosexuelles, les populations de couleur de peau plus foncée, etc. On a des exemples dans chacune des catégories. Donc, comme on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait des risques, un certain nombre d'États, et notamment l'Union européenne qui est vraiment précurseur en la matière, ont réagi pour mettre en place un cadre légal. Et puis maintenant, je pense que chacun des concepteurs de ces solutions et puis chacune des plateformes de cloud également qui hébergent ces solutions vont essayer de mettre en place un certain nombre d'améliorations pour avancer dans la bonne direction, du moins je l'espère. Parce qu'on est aujourd'hui, et c'est pour ça que je disais à l'instant T où on se parle, on est vraiment quasiment au balbutiement en fait, des systèmes d'intelligence artificielle. On est, et puis, les progrès vont aller très, très rapidement, mais on est vraiment au premier pas. J'allais dire, c'est comme si un bébé était en train de faire ses premiers pas, mais il n'est même pas encore au stade du bébé. C'est peut-être juste un fœtus là qui est en train de se développer. Tu vois, je lisais un article là sur le nouveau superordinateur quantique qui vient d'être lancé par Google. Je ne sais pas si tu as vu. Et Non. entre la version qu'ils avaient en 2019 c'était il y a 4 ans, qui n'était pas un superordinateur quantique parce que les recherches en superordinateur quantique ont vraiment été boostées au cours des 10 dernières années. Euh, Entre la version du superordinateur utilisé par Google en 2019 et celle d'aujourd'hui, ils ont réussi à opérer un facteur de 241 millions de fois
en termes de vitesse. C'est-à-dire Mon que Dieu. leur superordinateur quantique aujourd'hui est 241 millions de fois plus rapide que ne l'était le superordinateur de 2019. Et 2019, c'était juste il y a 4 ans. Et aujourd'hui, effectivement, on est capable d'avoir des superordinateurs quantiques qui réalisent en 6 secondes, 6 secondes, ça passe comme ça, qui en 6 secondes sont capables de réaliser des opérations, j'ai tous les mots qui me viennent en anglais, des computing operations, toutes les opérations qu'on peut mener sur un ordinateur, en 6 secondes aujourd'hui, 47 ans auparavant, versus 47 ans. Donc, c'est incroyable. Et en termes de puissance, on savait déjà que les progrès de la microélectronique et des nanotechnologies, c'était la fameuse loi de Moore, allaient effectivement énormément contribuer à la puissance et à la vitesse de propagation de l'IA. Là, en plus, avec les progrès en ordinateur quantique, on passe une nouvelle étape. Donc, d'où la nécessité d'être encore plus vigilant, effectivement, et puis d'où la nécessité de réguler. Je sais qu'au Canada également, il y a des grandes réflexions aujourd'hui qui sont menées. Je sais que le Québec a lancé là, une grande consultation à destination de la population qui est à l'initiative du MEI et le Conseil de l'innovation du Québec qui a été chargé de cette consultation pour justement récolter également les questionnements, les inquiétudes, la perception de l'IA par la population, et puis que ça va servir également à avancer vers un cadre légal très certainement inspiré par ce qu'a mis en place l'Union européenne, ça c'est certain. Oui, c'est clair qu'il y a des choses qui arrivent. En gros, habituellement, pour les gens qui nous écoutent, là, il y a comme 3 piliers. Il y a le côté des données. Il y a plus de données que jamais. Il y a la force de calcul, comme que tu viens d'expliquer, qui croît. Et il y a les algorithmes. Puis les algorithmes sont de meilleurs, qui n'ont jamais été un peu de la même manière que les autres. Donc, c'est pour ça que ça va aussi rapidement et qu'on voit des progrès. On a l'impression que GPT-4 est sorti de nulle part, mais non, ça fait plusieurs années que ce type de technologie-là est en train de travailler sur ces 3 piliers-là. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir probablement dans les prochaines années, c'est l'intégration de cette technologie-là ou d'autres technologies d'IA dans probablement tous les services et tous les produits. Donc, on a encore un peu du mal à réfléchir à qu'est-ce qui va arriver un peu de la même façon que les chauffeurs de taxi, quand ils ont vu le iPhone, ne se disaient pas qu'il allait avoir une application Uber qui allait qui allait peut-être prendre leur travail. Donc aujourd'hui, c'est un peu dur de savoir qu'est-ce qui va arriver. Maintenant, on en a déjà un petit peu parlé, pas aujourd'hui, mais la dernière fois qu'on s'était parlé hors d'onde. D'après toi, quel est le rôle de l'intuition dans notre monde avec l'IA puis notre capacité à justement avoir encore peut-être pas une raison d'être, mais un potentiel dans ce monde très, très complexe et très compétitif avec l'intelligence artificielle. C'est intéressant ta question. C'est l'un des sujets qui nous intéresse au sein de la Fondation. Et l'intuition, tu sais, c'est ce qu'on appelle cette capacité à comprendre quelque chose sans mener un raisonnement logique. Et si on ne mène pas de raisonnement logique, ça veut dire que le processus de compréhension, il n'est pas mené à l'intérieur du cerveau. Et effectivement, c'est un élément qui peut nous distinguer des machines, puisque l'ensemble des algorithmes qui sont déployés sur les systèmes d'intelligence artificielle sont basés sur des systèmes principalement de logique. Et l'intuition, vu qu'elle n'est pas basée au niveau du cerveau, c'est une compréhension qui se fait de manière instantanée et qui réside plutôt en fait plus bas, dans la zone plus au niveau du cœur. C'est assez surprenant et qui est en lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que cet organe qu'est le cœur et qu'on a considéré pendant des années
sous l'angle uniquement du muscle en médecine, eh bien, on commence finalement à s'intéresser à cet organe sous un autre angle, parce qu'on s'est rendu compte que déjà, il émettait un champ électromagnétique. Un champ électromagnétique, pour ceux qui n'ont pas fait de physique, c'est un champ qui donc, est électromagnétique parce qu'il est à la fois électrique et magnétique. C'est un champ qui envoie et en même temps qui peut capter également des informations, des données et des informations. C'est un champ électromagnétique, c'est ce qu'on utilise sur nos téléphones portables. En général, avant, on avait une antenne. Alors là, on ne la voit pas, mais c'est toujours la même chose. C'est un électron qui bouge comme ça. Et puis, cet électron, il va rayonner autour de lui un champ électromagnétique. Et c'est ce qui fait qu'en fait, il envoie un signal et qu'il permet et qu'il est capable également de récupérer les informations qui nous sont destinées. Donc, on sait aujourd'hui qu'on a ici comme un émetteur d'un champ qui nous est propre, finalement, et qu'en plus, la puissance de ce champ, alors, qui bien évidemment varie en fonction d'un certain nombre de caractéristiques de l'individu, mais la puissance de ce champ est plus importante que la puissance du champ électromagnétique du cerveau. Et à partir de là, effectivement, on comprend que dans cette zone ici, qu'est le cœur, finalement, on capte des informations. Et puis alors après, on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'allers-retours entre le cœur et le cerveau. À savoir qui prend les informations en premier, est-ce que c'est le cerveau, est-ce que c'est le cœur. Pour l'instant, les recherches sont pas encore, il n'y a pas encore de consensus là-dessus, mais on sait qu'il y a des informations qui sont captées par le cœur et que par la suite, il y a des échanges qui se font comme un dialogue entre le cerveau et le cœur, parfois en matière de compréhension. Donc oui, pour répondre à ta question, l'intuition, c'est un élément qu'il va nous falloir, je pense, individuellement, réapprendre à travailler, parce que c'est peut-être une faculté avec laquelle on est, mais c'est une habileté que l'on ne travaille pas, tout simplement parce qu'on n'en avait pas conscience, en fait, avant. Je pense que chacun le sent, en fonction des situations. Quand tu rencontres quelqu'un, on a toujours un ressenti, on dit « Ah, j'ai eu un bon ressenti », ou « Non, je ne l'ai pas senti, je n'ai pas senti cette personne », ou alors quand on va quelque part, on se sent plus ou moins à l'aise, on sent « Ah, on était sur la même longueur d'onde » ou ah, « Je me sentais bien à tel endroit » et puis il y a d'autres endroits où au contraire, on ne se sentait pas bien du tout. Donc, on l'exprime toujours par le langage, par la parole, mais finalement, on n'avait pas encore mis de mots dessus et maintenant, on commence à mettre des mots. Et c'est aussi en lien avec l'une des habiletés à retravailler, à savoir la perception sensorielle, puisque c'est lié en fait si on est attentif à notre corps, le corps en fait nous envoie des messages, mais pour peu qu'on ne soit pas attentif, effectivement, on passe à côté. Et c'est une partie de l'intuition. Si on décode bien les messages, on sera capable d'orienter nos décisions. Ce qui n'est pas la même chose que l'esprit critique. C'est pour ça qu'il va falloir développer les deux. C'est-à-dire l'intuition, qui est quelque chose qui est vraiment une faculté qui est, pour moi en tout cas, purement humaine. Et puis l'esprit critique, qui est différent et là qui se passe vraiment ici et que l'on développe sur la base des connaissances qu'on a déjà pu accumuler par le passé. Et puis qui nous permet de mettre en perspective deux éléments et de nous dire non, ça fait pas sens, ça. Ça fait pas sens là que telle personne ait pu dire ça. À mon avis, c'est pas fiable cette source. C'est ça l'esprit critique. Et du coup, comment on travaille notre intuition? Est-ce que c'est possible de l'améliorer? Oui, tout à fait. C'est possible de l'améliorer en travaillant le premier et le deuxième pilier, le me with myself et le me with others. Alors aussi en passant du temps dans la nature pour beaucoup travailler le me with myself. Mais la première étape, c'est déjà la connaissance de soi. Et puis un exercice tout simple dont on parle beaucoup depuis quelques années, c'est la méditation. Je sais qu'on va peut-être dire c'est très à la mode, mais la méditation, c'est la première étape pour s'écouter et puis du coup pour être en introspection, c'est-à-dire pour pouvoir vraiment, à partir du moment où on s'interroge sur qu'est-ce qui fait de moi quelque chose de différent d'une machine, il va déjà falloir se regarder soi-même.
Parce que les machines, on les regarde beaucoup. On passe nos journées à regarder nos machines. Ouais. Mais il va déjà falloir, dans un premier temps, passer quasiment autant de temps sur nous-mêmes que l'on ne passe du temps sur les machines. C'est un vrai challenge. Puis en même temps, tu vois, quand on dit ça, ça paraît une ineptie extraordinaire. Je pense que peut-être que dans 50 ans, dans 100 ans, les futures générations, quand on leur parlera de la manière dont on se comportait, nous, en 2020, ils se diront, mais les humains en 2020, oh, ils avaient des attitudes complètement crazy. Ils passaient des heures sur des machines et puis ils ne se connaissaient pas. Et donc, bah, la première étape pour développer son intuition, c'est parce que pour développer ton intuition, il faut être capable de t'écouter. Et puis pour être capable de s'écouter, encore faut-il déjà se poser et puis couper les bruits, les bruits autour de soi. Et puis à partir de là, tu fais un chemin qui effectivement te permet déjà de mieux te connaître et puis d'être attentif à l'ensemble des signaux que tu dois repérer. Et puis c'est extrêmement puissant en fait, l'intuition. C'est le début de la voie vers l'épanouissement individuel. Parce que quand on n'écoute pas son intuition, en général, on ne prend pas des bonnes décisions pour soi-même. Non, c'est sûr. Plusieurs fois dans ma vie, j'avais. Tu sais, t'as un choix à faire, là, ton oui ou non, puis ton intuition te dit oui, puis un peu ton rationnel, bah, tu sais, il y a A, B, C, je vais faire l'autre truc, mais tu le sais au final que c'est pas le bon choix, mais tu es capable de rationaliser le mauvais choix et prendre une mauvaise décision, mais justement, si tu es capable de plus t'écouter, probablement que tu aurais été capable de faire le bon choix. Puis la méditation, oui, je suis persuadé qu'aujourd'hui, plus que jamais, comme on disait précédemment, on passe moins de temps en nature, on passe beaucoup de temps sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. C'est une façon de reconnecter. Et je sais que les journées que je ne le fais pas le matin, c'est plus compliqué. Puis c'est des journées différentes. Complètement. Écoute, Delphine, on va arrêter là. Merci beaucoup. Si des gens sont intéressés à en apprendre plus sur Education for Tomorrow, ils peuvent trouver ça où? Mais ils peuvent nous trouver directement sur Internet. Et à mon avis, on va leur mettre le lien directement sous le podcast. Et puis, ils peuvent aussi, sinon, directement me contacter sur LinkedIn, Delphine Le Serre. Ils peuvent aussi me trouver sur Internet, sur mon site. N'hésitez pas, écrivez-moi et puis je serai ravie d'échanger avec vous. Parfait. Merci beaucoup, Delphine. Merci, Charles. À bientôt.